travail assez original sur les poudres de roches silicatées sur les sols agricoles. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Charles Desmal, je viens de finir l'école Bordeaux Sciences Agro et je vais vous présenter le travail de fin d'études que j'ai réalisé en partenariat avec Rothamsted Research, Bordeaux Sciences Agro et l'INRAE, et notamment encadré par Lionel Jordan-May, que certains d'entre vous commencent à connaître, et que j'en profite pour remercier pour son encadrement. Et en Angleterre, c'est Stéphane Affelleux notamment, que je remercie aussi et qui m'a encadré largement pendant ce stage. Et donc, je vais vous parler d'altération facilitée de poudre de roche silicatée sur des sols agricoles et notamment sur les effets du pH du sol et les transferts minéraux sol-plante. Alors, comme c'est élargir ses horizons, j'élargis un peu la forme aussi des présentations. Je voudrais faire un sondage rapide à main levée. Je voudrais savoir qui a déjà entendu parler d'altération facilitée dans cette salle, si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Voilà. En fait, c'est une réponse qui est intéressante pour moi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents du monde agricole dans cette salle et je comparais le résultat que vous avez donné, la réponse que vous avez donnée et le peu de personnes qui ont entendu parler de ce sujet-là, malgré la diversité des acteurs, avec ce qu'on a obtenu sur nos résultats pendant ce travail. Donc, l'altération facilitée, déjà, on va faire un peu de contexte. Excusez-moi. Hop. Donc l'altération des roches silicatées, qu'est-ce que ça a à voir avec nos pratiques agricoles actuelles? Donc je vais vous parler pour ça d'un élément de contexte, c'est que c'est le principal moteur qui a été identifié en 1845 par un géochimiste français qui s'appelait Ebelman comme le moteur du captage de carbone atmosphérique à l'échelle des temps géologiques. Et puis qu'est-ce que ça a à voir avec nos pratiques agricoles actuelles? Deux tendances qui ont commencé plutôt dans les années 80. Donc cette altération des roches silicatées, ça a été un peu boudé au XIXe siècle, puis à la deuxième moitié du XXe siècle, ça a été largement étudié pour la régulation du cycle du carbone à l'échelle géologique, et notamment dans le contexte de changement global. Et sur les pratiques agricoles, il y a deux tendances. Donc il y a la tendance du haut sur la diapositive et la tendance du bas. La tendance du haut, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, et que Mathieu Bravin avait évoqué sur des sols tropicaux qui sont hautement altérés. Il y a des gens qui ont proposé, des chercheurs et des agronomes qui ont proposé dans les années 1980 d'amender ces sols tropicaux hautement altérés avec des poudres de roches silicatées pour pouvoir les renourrir, pour pouvoir apporter des minéraux, puisqu'ils n'étaient pas forcément adaptés aux fertilisants minéraux solubles. Et donc toute cette tendance d'amendement par des poudres de roches silicatées a abouti notamment au Brésil au mouvement Rochagem, qui a permis de légiférer en 2013 et en 2016 pour utiliser ces poudres de roches silicatées comme fertilisants minéraux. Et après, il y a la recherche qui s'est réemparée de ce sujet-là pour augmenter l'échelle de projection et imaginer dans un contexte de tension des matières fertilisantes et d'une population grandissante comment les minéraux pourraient nourrir le monde en 2050, notamment un travail de David Manning, comme vous pouvez le voir là-haut. Après, ce qui a renforcé l'intérêt de la recherche, c'est que dans les années 2000-2010, ça a été identifié comme potentiellement une source de captage de carbone atmosphérique dans le contexte de mitigation du changement global, et notamment par l'adaptation initiale de processus industriels, des processus industriels qui utilisaient ces minéraux silicatés pour diminuer l'acidité de certains déchets. Et ils ont imaginé une adaptation de ces processus industriels pour pouvoir épandre de la poudre de roche silicatée sur des sols agricoles et pour pouvoir capter du carbone. Et là, encore une fois, la recherche s'est réemparée de ce sujet-là. Et il y a eu beaucoup de modélisation de qu'est-ce que ça représentait comme potentiel global pour capter du dioxyde de carbone, dans un contexte où le GIEC nous disait qu'il fallait, en plus de la mitigation des émissions, trouver des solutions qui puissent permettre de capter du carbone. Et tout ça, ça finit par la cartouche que vous avez en bas, qui est une revue de littérature qui nous dit que ça a l'air d'être une solution assez miraculeuse, puisque c'est censé être une solution de géo-ingénierie qui permettrait de réduire le carbone atmosphérique, renourrir les sols, et puis même peut-être diminuer l'acidification des océans. Et d'un point de vue concret, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a une commercialisation déjà de cette technique dans certains pays, notamment au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, et aussi toute une réflexion autour de la commercialisation du service rendu au niveau du dioxyde de carbone. Donc je vais vous faire rapidement un tout petit peu de chimie. Je ne suis pas géochimiste, donc ça va être très simple, sur l'altération naturelle des roches silicatées. Donc l'équation du haut, en haut, vous avez un minéral silicaté qui est l'anorthite, qui réagit avec du dioxyde de carbone et de l'eau et qui donne une argile, donc du sol, et des cations disponibles, notamment du calcium, là en l'occurrence, et du bicarbonate soluble. Et puis l'issue finale dans le compartiment océanique, c'est ce bicarbonate et ce calcium qui précipitent pour donner de la calcite, donc des roches carbonatées, qui vont sédimenter au fond des océans, et c'est là que ça capte du carbone, puisque le bilan net sur la dernière équation,
c'est qu'il y a une partie du dioxyde de carbone qui est captée, qui est enfermée dans les roches carbonatées. Et l'altération facilitée, en fait, le principe, c'est de vouloir directement amender ces roches silicatées sous forme de poudre de roche pour augmenter la rapidité de ce phénomène et pour pouvoir espérer avoir les bénéfices que je vous ai décrits juste avant. Donc, que dit la recherche aujourd'hui à propos de l'altération facilitée ? Sur le double potentiel, sur le captage de carbone et les bénéfices agricoles. À droite, on a une figure qui nous parle des bénéfices agricoles, notamment de la nutrition minérale. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des résultats qui sont encore très contrastés. Donc, c'est des histogrammes qui représentent le nombre de recherches et le nombre de publications sur le sujet. La proportion en orange, c'est les résultats non significatifs, et la proportion en bleu, c'est les résultats significatifs positifs sur les effets attendus. Et ce qui ressort, donc, c'est que c'est contrasté. Et pour répondre à ce contraste, la tendance de la recherche, c'est de créer des projets interdisciplinaires à grande échelle. Et en fait, on a eu l'opportunité, notamment, de s'intégrer avec un de ces projets à grande échelle, un de ces projets de recherche à grande échelle qui a lieu au Royaume-Uni, et qui a l'ambition en fait, de pouvoir mieux évaluer les effets bénéfiques agricoles. Et c'est un programme de 5 ans où concrètement ils amendent sur des parcelles agricoles de prairies à gauche et de grandes cultures à droite, ils amendent 40 tonnes de basalte en poudre par an pendant 5 ans. Et donc on nous a offert l'opportunité avec la station expérimentale Rothamsted Research de se concentrer sur certains de ces bénéfices agricoles. Et notre travail s'est concentré sur le pH du sol, comme je vous disais, et sur la nutrition minérale. Concrètement, ces 3 questions, donc c'est sur pH du sol, nutrition minérale et l'efficacité et l'innocuité de la technique. Et ce qui est transversal dans ces 3 questions, c'est l'échelle de temps. Est-ce que ce processus, puisque c'est un processus géochimique, il est compatible avec une échelle de temps agricole ? Et pour vous répondre à ça, je vais vous parler rapidement de la conception de l'expérimentation qu'on a menée, du matériel qu'on a utilisé et des éléments de méthode. Je vais vous présenter quelques résultats et essayer de vous présenter aussi une synthèse et les perspectives de ces résultats. Donc la conception de l'expérimentation, il y avait cet essai au champ que je vous ai décrit, et rapidement, ce qui nous est apparu, c'est que les essais en pot étaient complémentaires et étaient surtout pertinents, puisque ça nous permettait d'avoir un nombre réduit de paramètres agronomiques qu'on pouvait contrôler dans un système qui était relativement conservatif pour pouvoir avoir des flux de minéraux. Et donc pourquoi c'est inspiré du champ ? Parce qu'on a utilisé notamment une dose commune, qui est la dose en vert, qui correspond à 80 tonnes par hectare, ce qui a déjà été amendé au champ. Et on a doublé cette dose pour voir ce qui se passerait au bout de 4 ans d'amendement. Et puis on a fait des contrôles où il n'y avait pas de basalte. Et j'en profite pour vous dire que le code couleur, ce sera le même pour toutes les figures, c'est-à-dire rouge, pas de basalte, vert, la dose moyenne, et bleu, la dose forte. Le matériel qu'on a utilisé, donc on a utilisé... on a eu l'opportunité de faire l'essai entre Bordeaux et Rothamsted. Donc, ce qui est décrit dans la littérature, c'est que le contexte souvent a un effet sur le contraste des résultats, et du coup on a vécu comme une opportunité le fait de faire ça entre Bordeaux et Rothamsted pour dupliquer cet essai, un à Bordeaux, un à Rothamsted. Ce qu'on a utilisé pour ça, c'est 2 sols d'essais agricoles à long terme. Pour Bordeaux, un horizon superficiel de pozosol classique des Landes de Gascogne, 95% de sable, légèrement acide. Pour Rothamsted, un essai pareil de longue durée d'un sol typique agricole, un luvisol, horizon superficiel, limono-argileux. Le point commun entre ces 2 sols, c'est qu'ils ont été choisis pour être légèrement acides, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, et pour être déplétés en certains éléments, notamment le potassium pour les 2 sols et le phosphore pour le sol d'Arpenden. Et puis comme basalte, comme on voulait voir l'effet du contexte, on a utilisé un seul basalte, et c'était un basalte qui était un déchet de l'industrie minière anglaise, et qui est réputé comme un déchet grossier, puisque l'altération facilitée, ça s'intéresse à des particules qui font plutôt la centaine de microns, et nous c'était plutôt 1 mm de diamètre pour les particules. Donc les résultats, je vais d'abord vous décrire des tendances générales, les effets sur le pH, le rendement des plantes, et puis après on va s'intéresser un peu à la nutrition des plantes minérales, et on va essayer toujours de faire cette synthèse des résultats. Le premier résultat récurrent qu'on a eu et qui ne dépend pas du contexte et qui était intéressant et qui était à l'échelle d'une saison agricole, c'est qu'on a effectivement un effet alcalinisant sur le pH. Cet effet c'est jusqu'à 0,8 points de pH, mais la moyenne c'est 0,6 points de pH, et qui est donc peu influencé par le contexte pédoclimatique. Et par contre, finalement, c'est un effet qui est quand même à relativiser parce qu'on s'est amusé à calculer un équivalent en chaud. Et contrairement aux 80 tonnes ou aux 160 tonnes de basalte épandu, il suffirait de 1,6 tonnes ou 1,8 tonnes de chaux à épandre pour avoir le même effet sur le pH. Sur les rendements, là, on retrouve un effet du contexte, c'est-à-dire qu'on a eu un effet de rendement, un gain de rendement intéressant à Bordeaux, plus 28% et plus 33%. À Bordeaux, et par contre, pas d'effet significatif positif sur le rendement à Arpenden, pas de différence entre contrôle et traitement. Donc, puisqu'on a eu un gain de rendement, on s'est intéressé ensuite
à la nutrition minérale, et je vais vous parler un peu du potassium qui a probablement expliqué le gain de rendement à Bordeaux. Donc là, sur ces graphiques, on va en passer quelques-uns comme ça. En bas, vous avez les sols, en haut, vous avez les plantes, à gauche, vous avez Bordeaux, à droite, vous avez Harpenden. Ce qu'il faut retenir de ces graphiques, c'est que globalement, pour le potassium, en fait, on a plutôt une tendance à l'augmentation de la disponibilité du potassium dans les sols, sur des sols qui sont traités au basalte, et ça c'est plutôt intéressant. On ne s'attendait pas forcément à ces résultats à cette échelle de temps. Comme je vous disais, c'était une échelle de temps courte, sur une saison culturelle, sur 5 mois concrètement. Et par contre, des réponses contrastées sur les plantes, puisque l'augmentation de la disponibilité se traduit par un gain de rendement et par une augmentation de la concentration et du prélèvement à Bordeaux, et pas d'effet significatif à Harpenden. On a regardé ce qui se passait dans la littérature avec ça, et on a calculé des indicateurs agronomiques, et donc notamment une efficience d'utilisation du potassium. On a dans le meilleur cas 35% d'efficience d'utilisation du potassium de ce qu'il y avait dans le basalte, même si on ne sait pas si le potassium vient vraiment du basalte. Mais en tout cas, c'est comparable à ce qu'on retrouve dans la littérature, puisque là, il y a un travail en bas d'un groupe de recherche marocain qui a utilisé 16 roches différentes et qui retrouve le même ordre de grandeur d'utilisation du potassium. Donc on était content parce que c'est des résultats qui étaient cohérents avec la littérature. Après, on a regardé le cas du phosphore. Et là, par contre, on a eu des résultats qui étaient à l'inverse du potassium. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir de ce graphique-là, c'est que déjà, on a un effet du contexte dans les sols, ce qui n'était pas le cas pour le potassium. Et en plus, à Bordeaux, contrairement à ce qui est attendu, puisque le basalte contient un peu de phosphore et on attend qu'il fournisse du phosphore au sol, en fait, il diminue la disponibilité du phosphore dans le sol à Bordeaux. Et ça, on ne sait pas si c'est ça qui impacte la plante, parce qu'il y avait ce débat ce matin sur la dilution des éléments majeurs dans les plantes, mais en tout cas, il y a une dilution du phosphore dans les plantes. Et dans un sol qui est profondément déplété initialement à Harpenden et où on attend que le basalte ait encore plus de raisons de fournir du phosphore à un sol, en fait, il ne fournit pas plus de phosphore au sol. Le phosphore est tellement bas qu'on ne voit pas forcément une baisse de la disponibilité et il n'y a pas de gain pour la plante non plus. Donc une fois qu'on a passé les éléments majeurs, on s'est intéressé aussi aux éléments traces. En fait, on a fait la même démarche que pour le potassium, on s'est intéressé à la littérature. Et là, c'est un résultat qui est contrasté et contradictoire avec la littérature, c'est-à-dire que la littérature sur l'altération facilitée prédit qu'on pourrait potentiellement remplacer partiellement, voire totalement, les apports d'amendements minéraux phosphatés par ces amendements de poudre de roche basaltique. Et on reviendra sur les figures pendant le temps des questions, si vous voulez. Je pourrais vous les décrire. Après, on s'est intéressé aux éléments traces. Et alors là, nouvelle réponse qui était contrastée par rapport au potassium et au phosphore. Là, il y a un motif récurrent de diminution de la disponibilité dans les sols du zinc, un motif assez fort de diminution de la disponibilité du zinc dans les plantes, qui donne aussi des réponses contrastées dans les plantes, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, ça n'empêche pas la plante de prélever plus de zinc avec son gain de rendement, et à Harpenden, par contre, la diminution dans le sol est accompagnée d'une diminution dans les plantes. Là-dessus, on a trouvé des éléments de réponse potentiels dans la littérature, avec notamment un effet du pH. On sait que les éléments traces sont moins disponibles quand le pH augmente, et c'est ce qu'on avait observé sur le pH. Et on a comparé à la littérature, et nos résultats sont cohérents avec la littérature. Mais ça n'explique que 50% de l'effet qu'on a retrouvé, et du coup, ça favorise le fait que le basalte a un fonctionnement complexe, et que c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. On s'est ensuite intéressé à un élément de trace toxique, donc qui est attendu à être géré différemment par la plante. Et là, c'est de nouveau, dans le sol, en fait, on a ce même résultat qui est probablement associé à l'effet du pH, une diminution de la disponibilité du nickel, mais par contre, de nouveau, des réponses contrastées pour la plante. À Bordeaux, la plante prélève plus de nickel, probablement avec l'augmentation du rendement. Et à Harpenden, la diminution dans le sol entraîne une diminution du prélèvement par la plante. Donc, on a tous ces effets qui sont quand même relativement complexes, et on a essayé de le faire pour un peu tous les éléments, pour essayer de comprendre si on dégageait des tendances, et voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même relativement contrasté par rapport à ce que dit la littérature sur les bénéfices de ces amendements de basalte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même dégagé des tendances, c'est-à-dire que pour les éléments majeurs, on a quand même l'impression qu'il y a une augmentation de la disponibilité dans les sols, sauf pour le phosphore, mais on sait qu'il fonctionne différemment que les cations, puisque notamment c'est une forme anionique. Et des réponses contrastées pour les plantes. Et pour les éléments mineurs, pour les éléments traces, en fait, on observe une diminution de la disponibilité globale dans les sols. Et là encore, ce qui est surprenant, c'est des réponses contrastées pour les plantes. Donc, le principal résultat de cette synthèse sur les éléments minéraux, c'est que finalement, les résultats contradictoires contrastés de la littérature
à la simple échelle d'un essai en pot, on retrouve ces effets contrastés de la littérature quand on s'intéresse à tous les éléments à la fois et quand on sort de la théorie qui veut juste que le basalte s'altère et fournisse tous ces éléments minéraux au sol et à la plante. Et puis, comme il y a la diminution des éléments traces dans leur disponibilité, mais qu'on apporte des éléments traces en importance basalte, on s'est posé la question d'un risque qui est parfois évoqué dans la littérature, peut-être pas forcément assez, mais en tout cas qu'il y a un risque d'accumulation de ces éléments traces par rapport successif de doses massives de basalte. Et je ne vous explique pas en détail le tableau, on y reviendra pendant les questions si vous voulez. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé à la seule référence française qu'on avait sur la réglementation des éléments traces dans les sols et de leur dose dans les sols, qui est la réglementation de 98 sur l'épandage des boues d'épuration. Et en fait, on a retrouvé que ça posait problème si on amende successivement ce basalte à la dose qu'on a amendée à Harpenden, 40 tonnes par hectare. Au bout de 8 ans et au bout de 3 ans, pour respectivement le cuivre et le nickel, on passe au-delà de la réglementation. Donc c'est en contradiction avec le fait d'utiliser cet amendement de façon récurrente pour les bénéfices qui étaient attendus, autant du captage de carbone que de la nutrition minérale. Et comme notre méthode était un peu simple, on a regardé si elle était cohérente avec la littérature. Et notamment, on a une publication de 2023 qui a utilisé une méthode tout à fait différente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il retrouve le même effet, moins d'une décade, et les mêmes éléments traces qui posent problème, le cuivre et le nickel. Donc voilà, des résultats contrastés en conclusion, mais qui sont effectivement des effets marqués à l'échelle d'une saison culturelle sur un processus qui était réputé être lent et qui fait débat puisqu'on se demande si c'est compatible avec l'agriculture. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a des effets marqués à l'échelle d'une saison culturelle qui sont donc compatibles avec une activité agricole, mais par contre, ces effets sont contrastés. Et donc, il y a un défi à relever par rapport à ça, puisque c'est des processus géochimiques et que c'est en train d'être appliqué à des sols agricoles, c'est de faire correspondre ces échelles de temps, notamment la géochimie, les sciences agricoles, la fertilisation minérale, et que les agronomes doivent s'emparer de ce défi-là pour pouvoir s'approprier quelque chose qui est déjà en train d'être déployé et qui est déjà en train d'être commercialisé. Je vous remercie pour votre attention. Merci Charles. Alors, à vos questions. Qui c'est qui commence ? Oui, là, juste à côté de vous. Mettez-vous debout pour la caméra. Bonjour, Mathieu Kerguelen, ANSES. Déjà, merci pour cette présentation. J'ai trouvé intéressant que vous poussiez l'exercice à essayer de démontrer l'innocuité du basalte qui avait été épandu. Et je voulais pousser un petit peu la réflexion plus loin parce que vous dites que vous avez essayé de comparer par la réglementation de 98, c'est ça ? Est-ce que vous avez essayé de regarder par rapport aux seuils qui sont définis dans l'arrêté de 2020 ? Parce que ça aurait été intéressant de le faire aussi. Et j'ai vu que oui, vous avez passé en revue la plupart des ETM, mais le chrome hexavalent, vous ne l'aviez pas non plus. Alors, sur la première partie, sur la réglementation de 2020, en fait, en gros, c'est intéressant ce que vous dites parce que en lisant sur le sujet, sur l'altération facilitée, ce qui ressortait, c'était quand même ce qui ressort globalement, même s'il y a des résultats contrastés sur la littérature, c'est qu'il y a un enthousiasme assez conséquent sur la technique et sur son potentiel, et que parfois on a un peu l'impression quand même qu'il y a certains risques qui ne sont pas exactement évalués, sauf cette publication de 2023 où en fait c'est un travail d'un thésard suisse qui s'intéresse à ces éléments de traces. Et donc c'est vrai que en fait on ne s'attendait pas quand on a fait ce travail-là à devoir comparer ces éléments de traces à de la réglementation. Donc c'est vrai que dans le temps imparti, on s'est intéressé à ce qu'on avait l'habitude de manipuler comme réglementation, et notamment celle-là. Et après, sur la question du chrome, on a dosé le chrome, et souvent, en fait, dans les travaux rares qui décrivent les éléments traces, ça apparaît comme un élément potentiellement problématique parce qu'il est présent dans le basalte. Mais il y a plusieurs choses qui font qu'on n'a pas étudié le chrome, c'est que déjà, il était en dose non quantifiable, enfin en dessous du seuil de quantification dans nos essais. Et en plus, il a des formes qui sont très particulières où parfois il est très fortement immobilisé dans le sol et que du coup, c'est peut-être parfois moins problématique que certains autres éléments traces. Merci. Une autre question ? Oui. Je suis désolé d'encore intervenir, mais donc effectivement, il y a un engouement en particulier. Enfin, non, encore une fois, pour valoriser le comifère, on en avait eu une présentation
ou de mémoire la publication finlandaise qui avait été faite, ou je crois que c'était finlandais, c'est si on mettait 300 tonnes de basalte à l'hectare sur toute la surface, on résoudrait le problème de réchauffement climatique. Donc c'est un peu exagéré, je trouve, quand même, mais je ne comprends pas trop en fait la réaction chimique qui peut se passer, donc la géochimie du départ, sur le fait de libérer des hydrogénocarbonates et derrière de précipiter du carbonate de calcium. En fait, comment la forme négative peut à la fois jouer un rôle de pH et à la fois bloquer du calcium. Puisque quelque part, nous, quand on fait des amendements, on libère du carbonate pour bloquer des ions H+, pas pour bloquer du calcium. Alors en fait, c'est aussi la complexité de ce processus, c'est que c'est intéressant parce que votre question, elle parle de l'histoire de cette technologie ou de cette low technologie pour des raisons de captage de carbone ou de minéralisation. C'est qu'initialement, les modèles étaient peut-être un peu simplistes, et notamment ça a été issu de l'adaptation de processus industriels qui étaient bien définis en conditions très contrôlées, et vouloir les transposer à des systèmes agricoles qui sont beaucoup plus complexes. Et les modèles se sont affinés depuis et ils continuent à s'affiner. Et en l'occurrence, sur le fait que le bicarbonate puisse jouer à la fois sur le fait de précipiter avec des cations dans le compartiment ultime, qui est le compartiment a priori soit océanique, mais ça peut aussi se faire dans les sols ou ça peut aussi se faire dans certaines conditions, dans certains autres compartiments d'eau. Mais en tout cas, ce sont aussi les quantités qui font que s'il y a une proportion du bicarbonate qui est utilisée pour bloquer de l'acidité ou pour diminuer de l'acidité, bah, ça fera un effet, tant bien que mal, ça fera un effet sur le pH et il y aura une proportion d'effet qui sera sur le pH. Et il y aura une autre proportion de ce bicarbonate qui sera probablement transmise aux eaux de drainage et qui pourra avoir cet effet captant de carbone en précipitant dans des roches carbonatées à l'échelle, dans le compartiment océanique. Et en fait, tout l'enjeu, c'est les doses aussi, c'est les doses de basalte à amender. Et si on met des doses massives et de façon répétée, le potentiel, il est calculé souvent pour des doses importantes, en disant qu'en fait, ces divers effets, ils seront, en partie, il y aura un effet pH et en partie, il y aura un effet minéralisant. Si je peux me permettre, juste une deuxième question. Concernant la baisse du P. Olsen qu'on a vu sur les essais en pot, est-ce que vous avez dosé l'aluminium échangeable également en parallèle pour voir si ce n'est pas une rétrogradation aluminique, puisqu'on la voyait plus sur le sol des Landes? Oui, on a dosé l'aluminium échangeable et on n'est pas allé très loin après dans le fait que ce soit une rétrogradation, parce qu'en fait, on observait que ce n'était pas une rétrogradation aluminique. Et ce qui était aussi en lien avec ça, c'est qu'on était à des pH. On a corrigé le pH, on a plutôt augmenté le pH, et du coup, c'était déjà peu compatible avec le fait qu'il y ait cet aluminium échangeable qui soit plus mobile et qui soit plus en interaction avec le phosphore. Et à côté de ça, par contre, en fait, on a dosé l'aluminium échangeable. Et à côté de ça, ce qui est intéressant pour le phosphore, c'est que c'est vraiment un effet... à chaque fois qu'on a fait ce travail, en fait, on a eu quand même beaucoup de résultats contre-intuitifs. On avait les résultats qui étaient intuitifs, entre guillemets, par rapport à la lecture qu'on avait fait de la littérature. Et quand on avait nos résultats en essai en pot, on se disait, zut, en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on attendait par rapport à la littérature. Et sur le phosphore, ce qui est intéressant, c'est que l'effet du pH, a priori, on a fait une régression linéaire et ça explique 20% de la variabilité du phosphore, donc cet effet pH. On l'a pas fait on a des hypothèses par rapport à ce phosphore, et notamment hier j'en ai discuté avec Mathieu Bravin, parce que j'étais surpris justement, moi je pensais qu'il y avait quand même un effet pH, et lui avait l'air de dire qu'en fait la géochimie est très stable, et que probablement l'effet sur le phosphore, en fait, il est multifactoriel, et il est très spécifiquement dû à ces basaltes qui libèrent par exemple d'autres composés. Il m'a donné d'autres hypothèses par rapport notamment à la libération de composés qu'on appelle des allophanes, et qui bloquent le phosphore. On a encore quelques minutes. Une autre question? Là, oui. Okay, en fait, c'est deux questions. La première, est-ce que vous avez caractérisé la valeur neutralisante de ce basalte au début? Au début, non, parce qu'en fait, sur la diapo où on fait l'équivalent chaud, c'est juste un calcul d'équivalent avec la différence de pH, et on l'a comparé à, si on voulait faire bouger le pH, à des modèles de chaulage. Notamment, on a utilisé un modèle de chaulage du comifère, en fait, pour savoir combien il faut amender de chaud pour avoir le même effet sur le pH. C'est ce qu'on a fait comme calcul pour l'équivalent chaud. Par contre, on n'a pas caractérisé l'équivalent neutralisant de ce basalte. Alors, pour des raisons logistiques d'abord, parce que ce n'était pas ce qui était prévu exactement sur la durée de ce travail et sur les moyens logistiques qu'il y avait pour ce travail-là. On a pensé à le faire, on a pensé à faire des essais en laboratoire et en conditions contrôlées. Et puis finalement, on s'est un peu ravisé parce que
une des choses qui est intéressante sur ce sujet, c'est qu'il y a énormément de travail qui ont été faits dans des conditions contrôlées en laboratoire sur ces poudres de basalte. Et il y a quelque chose qui a la peau dure dans ces essais sur l'amendement de poudre de roche de basalte, c'est que peu importe ce qu'on fait en laboratoire, ça ne correspond jamais à ce qui se passe dans les systèmes agricoles. Oui, mais c'est parce que dans les systèmes de cholage, on a l'habitude quand même Oui, de mais vous avez raison. C'est notre élément de raisonnement du cholage, Oui. c'est par la valeur fertilisante et par la finesse des moutures. Ce sont les deux éléments qui nous guident le plus dans l'application des CEDOS. Mais l'approche avec le basalte, peut-être c'est différent, à cause que la réaction dans le sol fait de sorte qu'elle augmente le pH sans que le produit à la base ait une valeur cholante de base. C'est ce que j'ai voulu apporter comme précision. Deuxième aspect, est-ce que la contradiction avec la littérature internationale, la plupart des études ont été faites sur des oxysols, des sols vraiment complètement altérés par l'acidité où on ne trouve rien. Il y a des faibles teneurs en calcium, de magnésium, de tout, et le fait d'apporter cette matière, ça pourrait significativement améliorer tout, pratiquement, mais sauf dans le cas que vous avez traité, d'une part, l'acidité était, on va dire, qu'elle est moyenne, et les sols sont initialement quand même riches en certains éléments. J'apporte pour le phosphore aussi, il ne faut pas voir l'aluminium échangeable parce que vous êtes dans une marge de pH supérieure à 5,5, ce n'est pas ça le problématique, mais c'est plus les oxydes et les hydroxydes de fer et d'aluminium. Ce sont les principaux éléments majeurs de la fixation. Donc, comment on estime un pouvoir fixateur du phosphore dans le sol, c'est par ça. Les Hollandais ont développé cette approche, surtout pour les sols podoliques, c'est ce que vous avez utilisé. Et j'ai beaucoup apprécié leur approche. Donc, par ce qu'on appelle, ils ont comme un indice de pouvoir fixateur. Ils mettent le P extrait à l'oxalate d'ammonium divisé par l'aluminium et le fer, multiplié par un autre facteur. Donc, c'est à explorer aussi cette piste. Ça va vous permettre un peu de voir est-ce qu'avec l'apport de ce basalte, on apporte en même temps des agents de fixation du phosphore. Et en fait, c'était peut-être ma réponse tout à l'heure n'était peut-être pas suffisamment explicite, mais en fait, on a mesuré cet aluminium échangeable. Et en tout cas, en fait, les extractions d'éléments échangeables en Angleterre, en tout cas la norme à Rothamsted Research, c'est de les extraire justement au nitrate d'ammonium. Oxalate d'ammonium. Non, c'est pas l'oxalate, mais enfin, si, c'est au nitrate d'ammonium, pardon. Et donc, et après, on a comparé en fait s'il y avait entre les traitements l'aluminium échangeable, et il n'y a pas de différence significative dans l'aluminium échangeable. Pourtant, on s'attendait à ce que le basalte, quand il se dissout, en fait, il apporte de l'aluminium échangeable et donc il apporte des éléments de fixation. Mais en fait, c'est a priori pas un élément explicatif, en tout cas à l'échelle de nos essais en pot. Mais ce n'est pas l'échangeable, c'est ça. Ouais. L'idée, ce n'est pas l'échangeable, c'est plus les oxydes et les hydroxydes qu'il faut les... Et la deuxième nuance, juste par rapport à ça, et ce qui est intéressant, juste un élément qui est intéressant par rapport aux essais qui ont été faits, c'est qu'en fait, il y a de nombreux essais, notamment pas sur les effets reminéralisants qui ont eu lieu au Brésil et qui ont eu lieu pour des sols d'Afrique, mais en fait, il y a énormément d'essais qui ont été faits sur des sols qui ne sont pas du tout des sols hautement altérés, au contraire. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que cette dissolution des roches carbonates, des roches silicatées, elle doit avoir lieu a priori dans des sols qui favorisent cette dissolution, mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits sur des sols variés, sur des sols argileux, sur des sols qui étaient déjà riches, et que même dans ces sols-là, en fait, il y a des résultats très contrastés. Il y a des résultats qui sont significativement positifs et d'autres qui ne sont pas du tout significatifs. Merci Charles, je crois que vous venez d'ouvrir un sujet qui va nous tenir, que ce soit les agronomes ou les pédologues, longtemps encore. Ça ne fait que commencer en fait. J'appelle là Joséphine Demey.